c'est pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Ouria Bouteldja. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, Ouria Bouteldja, vous êtes à l'origine de l'Appel des indigènes de la République, paru en 2005, qui a donné naissance au mouvement puis au Parti des indigènes de la République, lequel parti, fondé en 2010, dénonce la persistance d'un racisme postcolonial et milite pour que soit réellement prise en compte dans la conscience collective l'histoire de la barbarie coloniale et de l'esclavage. Alors, vos prises de position dans l'espace public, Ouria, sont reçues et commentées avec beaucoup d'hostilité par une opinion qui perçoit dans l'antisionisme dont vous vous réclamez une forme d'antisémitisme déguisé et qui veut lire dans le projet décolonial que vous portez les symptômes d'un racisme anti-blanc. Si bien que, dénonçant le racisme, vous êtes perçu comme raciste, selon un paradoxe que nous lèverons, j'espère, en explorant méthodiquement le livre que vous avez publié aux éditions de La Fabrique il y a quelques semaines. Le livre a été très vite en rupture de stock, il est à nouveau fourni dans les librairies. Le livre s'intitule « Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire ». C'est un livre coup de poing, une interpellation adressée à une instance posée comme extérieure, les Blancs, les Juifs, vis-à-vis de laquelle vous posez un « je », d'abord plutôt personnel, intime, puis un « nous » au contour plus abstrait. Et dans ce face-à-face s'organise un échange ou une adresse assez polémique qui tient à la fois du règlement de compte et de la proposition d'alliance, laquelle alliance peut-être n'est possible qu'une fois que le règlement de compte sera réglé, en effet, sera soldé, si tant est qu'il soit possible que soit réglé un jour le solde du compte colonial. Alors pour commencer cet entretien avec vous, Ouria Bouteldja, je voudrais revenir justement sur les contours de ce « nous » que vous posez sur la couverture de ce livre, « Les Blancs, les Juifs et nous ». Qui est ce « nous » qui est affiché dans le titre de cet ouvrage ? Alors c'est d'abord le nous d'une condition sociale. C'est le nous d'une expérience sociale, d'une communauté de destin qui est celle des populations issues de l'histoire coloniale, qui comprend les Maghrébins, qui comprend les Subsahariens, qui comprend les Antillais et qui peut contenir les Roms. C'est-à-dire que ce sont les populations qui vivent, qui font partie de ce que nous on appelle la France d'en dessous de la France d'en bas. Alors Raffarin avait dit il a la France d'en haut, il y a la France d'en bas, et nous rajoutons, il y a la France d'en dessous de la France d'en bas, qui est la France de ceux qui subissent le racisme structurel, qui est un racisme qui est le produit de l'histoire coloniale, qui est le produit de l'histoire de la traite négrière, mais qui se poursuit dans le cadre de l'État-nation, puisqu'en fait la France n'a jamais abandonné la nostalgie coloniale, mais elle n'a pas non plus abandonné son rapport colonial au reste du monde, et notamment ce qu'on appelle nous la France-Afrique par exemple. Donc en fait la France reste un État colonial, on le disait déjà dans l'appel des indigènes de la République, les Antilles le disent, hein, on n'est pas les seuls à le prétendre, mais dans le rapport à le fait que simplement, très simplement que l'armée française est présente sur le sol africain, ça semble tout à fait normal, mais non, ça n'est pas normal, oui. Ça n'est pas normal. Donc tout ça c'est la France-Afrique, mais à l'intérieur de l'État-nation, c'est-à-dire, je suis française en France, mais en tout cas officiellement, je le suis. J'ai des papiers français, mais je ne suis pas tout à fait française. Moi, en tant que militante, par exemple, je fais souvent la comparaison avec d'autres femmes militantes, je veux dire Clémentine Autain, par exemple, qui revendique, par exemple, qui dénonce. Eh bien, je fais la même chose, je revendique et je dénonce. Eh bien, lorsqu'on réagit aux revendications de Clémentine Autain, on lui répond politiquement. Moi, on me dit, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Voilà, c'est toute la différence. Oui, et enfin, qui vous dit cela, si t'es pas content, tu rentres chez toi, c'est pas des instances de parole officielles, légitimes. J'imagine que là, c'est une expression raciste de vous dire, si t'es pas content, tu rentres chez toi, ça ne relève pas d'une expression publique, officielle. C'est une expression raciste qui est récurrente, à laquelle je suis confrontée constamment. Effectivement. De la part d'individus. Est-ce que ça correspond là à une parole officielle, une parole issue des institutions de la République ? Alors, ça peut l'être. Moi, par exemple, depuis quelque temps, on entend un certain monsieur Clavreul qui passe son temps à dénoncer notre activité et enfin, en tout cas notre militantisme, mais pas simplement le nôtre, celui de militants qui se disent
antiracistes qui militent sur le terrain et qui sont les principaux concernés. Donc la voix des principaux concernés, lorsqu'elle émerge politiquement, eh bien, elle est recalée, elle est marginalisée, ou en tout cas elle est dénoncée comme étant effectivement, comme vous l'avez dit, raciste anti-blanc, ce qui est quand même un non-sens absolu. Oui, alors en même temps, il faut arriver à comprendre la notion de blanc, la blanchité telle que vous la définissez. Peut-être il faut poser comme préalable, même si vous avez déjà annoncé au début de cet entretien que vous vous exprimiez au nom d'une condition sociale, d'une classe sociale, et non pas d'une race au sens ethnique, au sens essentiel, hein, parce qu'on vous reproche parfois d'être dans l'essentialisme, de renvoyer chacun à l'essence de sa race, de son ethnie. C'est pas la définition que vous donnez de la race. Hein, vous parlez, c'est une notion politique en fait qui correspond à une condition sociale. Alors peut-être qu'on peut essayer de la décrire pour dire ce que c'est que le blanc dans cette acception-là, hein, de la race politique. Ça veut dire quoi, le blanc ou la blanchité dans votre analyse politique? Le blanc, c'est un groupe social qui est effectivement le produit de l'histoire coloniale et d'abord de l'histoire de la traite négrière, puisqu'en fait la blanchité commence là, selon nous, selon les décoloniaux. Je veux dire, c'est une pensée politique qui existe déjà depuis longtemps. Alors effectivement, elle est nouvelle en France, mais elle existe depuis longtemps en Amérique latine, par exemple. Elle existe depuis longtemps aux États-Unis. C'est-à-dire que les luttes des Noirs ont fait émerger effectivement l'idée que s'il y a des Noirs, c'est qu'il y a des Blancs. Le Noir n'existe pas seul. Qui est le noir? Parce que la question se pose de la même manière vis-à-vis des noirs. Qui sont les noirs? De quelle couleur sont les noirs? Eh bien, les noirs sont noirs parce qu'il y a des blancs. Les blancs sont blancs parce qu'il y a des noirs. Ces deux catégories qui se font face sont des catégories raciales produites par l'histoire et qui sont, à mon sens, des catégories politiques. Évidemment, lorsqu'on parle de blanchité, lorsque je vous dis blanche et que je vous vois blanche, ou que je vous reconnais comme blanche, ou que vous-même vous reconnaissez comme blanche, il est évident que je ne parle pas de votre subjectivité, je ne parle pas de vos opinions politiques. Vous pouvez être blanche tout en étant parfaitement antiraciste, comme vous pouvez être blanche et être raciste. Qu'est-ce que ça signifie? Mais ça signifie que si vous êtes antiraciste, ça signifie que vous êtes une alliée potentielle. C'est ça que ça signifie. Donc je ne vous réduis pas à votre blanchité, à votre couleur de peau. Je dis simplement que c'est une position sociale, qu'elle est dépassable, et qu'on a intérêt à la dépasser ensemble dans la mesure où elle nous aliène, vous et moi. Nous sommes aliénés dans cette relation raciale qui, effectivement, à mon avis, nous réduit, vous et nous. Alors, de cette catégorie sociale, la blanchité, il faut dire aussi qu'elle est aussi complexe que toutes les catégories que vous utilisez. Quand vous dites, par exemple, de vous-même, vous écrivez dans votre texte « Je suis blanche, rien ne peut m'absoudre. Je suis détentrice du feu nucléaire. Ma bombe menace le monde des métèques et protège mes intérêts », où l'on voit ce que ça veut dire être blanche, hein, faire partie appartenir en partie à la condition dominante. Puis plus tard, vous dites « Je ne suis pas tout à fait blanche, je suis blanchie. Je suis là parce que j'ai été vomi par l'histoire, je suis là parce que les blancs étaient chez moi et qu'ils y sont toujours. » Donc on voit que vous-même pouvez vous reconnaître en fait dans la condition blanche, et que donc en effet, ça n'est pas une affaire d'origine ethnique, d'origine même géographique, ce que c'est en fait une appartenance relative et toujours temporaire à une condition plus ou moins dominante ou une condition dominée. Et vous semblez être dans un endroit absolument difficile à fixer, puisque vous dites à la fois que vous parlez au nom du Sud, dont vous êtes, hein, je suis du Sud, je l'ai, il ne me lâche pas, et en même temps, vous parlez aussi en tant que blanche ou blanchie. Alors, est-ce qu'on peut explorer un petit peu l'endroit où vous vous situez, vous, entre je suis une indigène, parce que vous dites ça aussi, je suis une indigène de la République, et pourtant je suis blanche et je suis blanchie. Comment se résout cette complexité de l'identité? Vous avez raison, parce que la blanchité est une relation de pouvoir. C'est pas si difficile à comprendre en réalité. Dans le cadre de l'État-nation, donc en France, dans mon rapport aux Blancs, je suis une indigène de la République. Parce qu'effectivement, il y a un rapport racial, je suis donc de la France d'en dessous, de la France d'en bas. Mais dans mon rapport au Sud, je suis blanchie, parce que je bénéficie relativement de tous les bénéfices de la domination impérialiste. Je vis en France, j'ai des droits politiques, j'ai le droit d'aller voter, j'ai le droit de me syndiquer, j'ai un salaire. Si je n'ai pas de salaire, je peux avoir le RSA. Bref, tous ces privilèges, c'est les privilèges de la domination occidentale à l'intérieur de l'État-nation. Donc effectivement, je suis blanche et je dois
prendre ma part de responsabilité dans la blanchité et donc ma part de responsabilité dans le crime, puisque je considère qu'effectivement, les rapports coloniaux entre la France et la France-Afrique sont criminels. Donc effectivement, nous sommes des criminels, pas au même niveau dans la hiérarchie raciale, mais nous sommes tous ensemble des criminels. Voilà. Et je pense que quand on a conscience de ça, on se dit qu'on doit prendre nos responsabilités. Alors, prendre nos responsabilités, ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie que je dois me lever le matin et m'auto-flageller? Non. D'abord parce que ça ne sert à rien et que ce n'est pas comme ça qu'on va libérer le Sud. En revanche, je pense que cette conscience, elle doit se politiser à travers des regroupements politiques pour créer des rapports de force décoloniaux en France, pour à la fois batailler contre le racisme structurel de l'État français, puisque le racisme structurel, c'est quand même, d'abord, j'ai envie de dire, les crimes policiers. Oui, c'est ça. C'est les contrôles aux faciès. C'est le fait que... Qui, ceux-là, sont légaux, enfin, comment dire, parce que si on parle de l'État, on parle d'un racisme qui serait institutionnel, c'est-à-dire légal. Donc, dans les violences policières, est-ce que là, vous considérez que la violence policière, évidemment, prioritairement adressée aux jeunes racisés, elle relève d'une violence assumée par l'État? C'est ici la puissance républicaine qui exprime son racisme, ou c'est le fait d'individus, des flics blancs, racistes? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose de considérer que c'est un racisme d'État qui est inscrit vraiment Je pense que dans c'est les la puissance de institutions. l'État qui est impunie, en réalité. Il n'y a, évidemment, il n'y a pas une légalité dans les crimes policiers. Personne ne dit on a le droit de tuer des gens. Personne ne dit alors ça. en même temps, avec la loi Urvoas, si j'ai bien compris, on s'achemine vers une légalisation des crimes policiers. Et c'est très grave. Loi Urvoas qui permettra aux flics de ne pas être poursuivis, si j'ai bien compris, s'ils commettaient un crime dans le cadre de son activité policière, il ne serait pas poursuivi par la justice. Absolument, et c'est très très grave. Je dis que jusqu'ici, ça n'est pas le cas, donc il n'y a rien de légal là-dedans. Mais depuis les années 80, il y a eu environ 400 crimes policiers. Quasiment, la plupart sont restés impunis. Donc ça s'appelle un racisme d'État. Voilà. Et sur ces crimes policiers, ce sont des crimes racistes. Ce sont à chaque fois des victimes qui sont racisées. Ce sont des crimes racistes. Pour la plupart, à 90% des cas, ce sont des Noirs et des Arabes, des jeunes hommes la plupart du temps, bien qu'on ait un contre-exemple qui est celui de Ali Ziri, qui était un vieux retraité qui a été tué par la police. Récemment, il y a eu un non-lieu. Ce sont des jeunes hommes, donc effectivement. Mais en revanche, nous, on refuse de réduire ça à la responsabilité individuelle des policiers, puisqu'on pense qu'ils sont protégés par la justice et par la corporation. D'accord. Donc ça devient un racisme d'État et ça non devient pas juste le fait d'individus. Ça devient un racisme d'État et je dois dire que la France n'est pas la seule dans ce cas-là. Les États-Unis sont largement devant la France parce qu'en fait, je dirais même que la France, les policiers français sont des petits joueurs à côté des flics américains. Alors je voudrais revenir sur ce jeu qui est à l'ouverture de votre texte, car avant de devenir un nous, c'est un jeu, c'est une parole assez personnelle, intime, que vous développez dans les premières pages, revenant un petit peu sur votre histoire. Le texte est dédicacé à Béba, du haut de sa grue. On ne sait pas qui est Béba, un proche sans doute. Béba, c'est papa en arabe. C'est papa, voilà, je me doutais, j'avais mis son père probablement. La préface s'ouvre sur un « Heureux soient les fêlés », ils laisseront passer la lumière. Alors ensuite, il y a des exemples de fêlés qui sont les militants radicaux qui constituent votre entourage intellectuel et militant. Je m'intéresse à cette fêlure-là parce que cette fêlure n'est pas seulement la fêlure de la folie d'un engagement radical prêt à tout, y compris à prendre des risques personnels immenses. J'ai cru sentir cette fêlure précisément dans votre énonciation, c'est-à-dire que de même que vous dites « je suis blanche, je suis blanchie, je suis du Sud », il y a quelque chose d'une appartenance fêlée. Enfin, il y a quelque chose comme une déchirure à l'intérieur de l'identité et que c'est à partir de cette déchirure et de cette fêlure dans l'identité que vous vous exprimez. Alors, est-ce que vous acceptez que je vous prête à vous cette fêlure que vous reconnaissez dans votre entourage et que ce soit une fêlure dans l'identité, comme une blessure? C'est une belle interprétation qui me plaît. Si je les reconnais comme fous, c'est que je le suis moi-même. Effectivement, vous avez raison. Je pense que, et ça ne se sent pas dans... C'est ce que l'opinion générale
les observateurs ne voient pas. C'est notre fêlure, la fêlure des postcoloniaux, la fêlure de l'immigration, les souffrances de l'immigration, le fait qu'on soit profondément abîmé, le fait qu'on soit cabossé, le fait qu'on ait du mal souvent à se relever. Nous sommes fêlés et nous le sommes d'autant plus quand, quelque part, effectivement, on se lève et qu'on décide de mener un combat radical où l'on sait qu'on sera quasiment compris par personne, dans un premier temps. C'est vrai. On soulève beaucoup d'interrogations, pas simplement dans le monde blanc, contrairement à ce qu'on croit, et dans le monde des indigènes, puisque notre projet est un projet de rupture. C'est un projet qui dit, ce monde-là, il est moche. Il est vraiment moche. Et il est dangereux. Et à un moment donné, il ne faut plus négocier avec lui. Il faut prendre la tangente, les chemins de traverse, accepter d'affronter les interrogations, les résistances, et puis se frayer ce chemin, qui aujourd'hui, je crois, commence à trouver son public, en vérité. Parce qu'on est dans un moment où on est tous face à une impasse, vraiment. Je pense que ce système est arrivé, s'essouffle. Il y a quelque chose qui, du coup, relève un peu de la folie, mais quand on observe les politiques, on a l'impression qu'ils nous amènent tous droit dans le mur. Et j'ai le sentiment, même dans les milieux de l'immigration, qui nous ont boudés assez longtemps, ou qui nous ont observés de loin. Ça vous est reproché parfois, enfin, c'est reproché au pire, ce manque d'assises dans les quartiers. On dit, mais le pire qui sait, voilà, il n'y a pas d'assises locales. Je vais vous dire, je crois qu'on est en train de rencontrer notre public parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une explication du monde, une rationalité. Or, aujourd'hui, cette rationalité dans le champ politique, elle est rare. Du moins, ce que nous, on apporte d'un point de vue décolonial. Vous avez raison de dire qu'on nous reproche un manque d'assises. Parce qu'on n'est pas un mouvement intégrationniste. On a souvent eu l'occasion de le dire, la tendance première des indigènes, c'est l'intégrationnisme. En réalité, le monde indigène, le monde postcolonial, les enfants d'immigration postcoloniale ont un rêve qui est celui de devenir des Français comme les autres. Or, nous, on arrive de manière assez dure. On vient avec un discours qui dit « il ne faut surtout pas s'intégrer dans ce monde-là ». C'est-à-dire qu'en fait, il faut le transformer. C'est trop facile de dire qu'il faut s'intégrer, sachant que de toute façon, on ne nous accepte pas tel qu'on est. Donc il faut faire de nous une force révolutionnaire contre ce monde-là. Donc c'est à nous de faire une proposition politique qui va dans le sens de la transformation sociale. Et la transformation sociale, ça passe par des luttes. La nôtre commence par une lutte antiraciste radicale. Oui, alors, et de fait, vous proposez à la fois, en effet, de la lutte, une lutte radicale, et même quelque chose comme une alliance. Votre texte fait le geste de la main tendue, propose notamment aux Blancs révolutionnaires, ceux qui ne veulent plus de ce monde-là, vous proposez des alliances, et en même temps, comme vous dites, l'amour et la paix ont un prix, il faut le payer. On sent qu'il faut d'abord payer, il y a quelque chose à payer d'abord, avant qu'une alliance soit possible. On sent que vous proposez une paix sous conditions, à vos conditions. Alors, justement, quelles sont ces conditions pour qu'une paix et une alliance soient possibles avec des formations politiques qui n'ont pas mis forcément au cœur de leur logiciel la question raciste? Quelles sont les conditions pour qu'une alliance éventuellement soit possible et une lutte ensemble contre l'ordre de la domination? La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on veut la paix? Ou est-ce qu'on veut la guerre civile? Avec qui aussi? Parce que la paix et la guerre, avec qui? Donc, on est dans le cadre d'une société qui se polarise de plus en plus. Où on voit que l'extrême droite est de plus en plus forte. C'est le cas en France, c'est le cas en Europe. Et on voit un racisme de plus en plus décomplexé. On ne peut pas s'imaginer que les choses vont en rester là. Donc on est dans une société qui se polarise et dans laquelle je perçois les germes d'une guerre civile, alors peut-être de basse intensité, je ne sais pas, mais en tout cas quelque chose qui est de cet ordre-là. Nous disons il y a une alternative à la violence. Il y a une alternative à la violence. La question c'est est-ce qu'on veut la paix?
si on veut la paix, quelles sont les conditions de la paix? D'accord? Les conditions de la paix, c'est de s'intéresser aux damnés de la terre, que ce soit à l'extérieur de nos frontières ou ici. Si j'étais cynique, je dirais l'Occident fait la guerre au monde, l'Amérique et une grande partie de l'Europe, on a détruit l'Irak, on a détruit la Libye. Jusqu'ici, c'était les autres qui mouraient. Or, aujourd'hui, on se rend compte que la guerre, elle est ici depuis le 11 septembre. On se rend compte que la guerre, elle est ici. Donc, on est touché. Dorénavant, nous sommes possiblement des victimes de cette guerre qui nous revient en pleine face. Est-ce qu'on veut poursuivre? Oui ou non? Moi, je dis que non. Je dis que l'amour est possible. On n'est pas obligé de faire la guerre. L'amour révolutionnaire est possible. À quel prix? Intéressons-nous aux damnés de la terre. Intéressons-nous aux quartiers populaires. Intéressons-nous aux crimes policiers. Je constate, depuis, alors d'autres l'ont constaté avant nous, dans les luttes de l'immigration, que les questions centrales des quartiers populaires, qui pour moi sont des questions fondamentales, qu'on ne retrouve pas, qui ne sont pas centrales dans les organisations politiques de gauche. Les crimes policiers, on en a parlé. Le racisme d'État sous sa forme islamophobe, homophobe, négrophobe. La question de l'impérialisme, la question de la Palestine, la question de la mémoire. On l'a vu là avec les propos de Mme Rossignol. Oui. Il y a eu un rassemblement devant RMC d'organisations noires suite aux propos extrêmement... D'abord, j'ai trouvé grossier mais injurieux de Mme Rossignol, qui suppute que des Noirs, des esclaves noirs, ont accepté leur servitude. Oui, elle a dit, bien sûr, des femmes peuvent choisir de porter le voile. Il y a bien eu des nègres qui étaient d'accord avec l'esclavage. Voilà. C'est ça à peu près la citation. C'est extrêmement injurieux de la part de ceux qui portent cette histoire-là et qui sont les descendants de cette histoire-là, vous comprenez bien. Donc, je disais donc les questions de mémoire, toutes ces questions-là sont complètement marginalisées dans le champ politique que nous on appelle blanc, et notamment à gauche. Il y a un problème. Et donc, cette même gauche se demande et s'interroge tout le temps de savoir pourquoi les quartiers ne descendent pas dans la rue lorsqu'il faut, par exemple, lutter contre la loi Al-Khomri ou voilà. Mais il y a un malentendu depuis le départ. Ça veut dire que quand on a abandonné toutes ces questions-là pendant 30 ans, celles qui font la centralité politique des quartiers populaires, aujourd'hui on ne peut pas se dire mais pourquoi les quartiers ne sont pas avec nous? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la question, donc nous disons les conditions de l'alliance, c'est quand même de regarder ce qui se passe sur le terrain des luttes de l'immigration et de considérer que dorénavant, ces questions doivent être endossées par une partie du champ politique. Si ce n'est pas le cas, l'alliance n'est pas possible. Ouais. Venez sur nos causes et nous viendrons ensuite sur les vôtres. Disons, je dirais plutôt, on sera plus fort. Ouais. On sera tous ensemble beaucoup plus forts. Ouais. Mais on ne peut pas, nous, se joindre à des forces politiques qui ne s'intéressent pas à nos causes. Oui, bien sûr. Voilà. En même temps, bon, on vous reproche de hiérarchiser les causes en disant toujours d'abord la question raciale, après on traitera la question de la lutte des classes, mais d'abord il faut s'intéresser à la question raciale, comme s'il y avait un primat de la question raciale. Hein, vous revendiquez au fond une hiérarchie des causes, et c'est là-dessus que vous êtes un peu inaudible dans une partie de la gauche révolutionnaire, de la gauche critique, c'est que on a du mal à vous rejoindre sur l'idée qu'il y a une seule vraie cause. Vous dites à un moment dans le texte, le seul vrai problème, c'est les Indiens, hein, c'est-à-dire au fond la question coloniale. Et vous dites, c'est la seule vraie question, c'est les Indiens. C'est à propos de la question homosexuelle, éventuellement homophobe, etc. Vous écrivez textuellement, la seule vraie question, c'est les Indiens. Mais ce primat de la cause raciale sur les questions qui ont à voir avec l'égalité, il est difficilement audible dans d'autres formations politiques qui militent pour l'égalité en toutes circonstances et toutes les formes d'égalité. L'égalité homme-femme, l'égalité noir-blanc et autres, l'égalité sociale en termes de classe. Vous considérez qu'il y a un primat de la question raciale. Et ça, c'est difficile à intégrer dans le logiciel des militants de l'égalité tout court. Alors d'abord, c'est vous qui dites qu'ils militent sur toutes ces causes-là. Moi, je pense qu'ils ne le font pas assez bien. D'accord. Ça, c'est une chose. Je ne pense pas qu'ils militent réellement pour l'égalité, noir-blanc ou homme-femme. Je pense que ça, c'est beaucoup des postures. Dans la réalité, ce n'est pas aussi clair que ça. Bon, cela étant dit, il est vrai qu'on nous reproche ce que vous nous dites. Simplement, nous, on ne dit pas qu'il y a un primat de la question raciale. On dit d'abord que la question raciale est une question sociale et que la question de classe, elle est contenue également dans la question de race. Qui est discriminé? Quand on parle de discrimination,
C'est quoi? C'est des discriminations au logement, par exemple, ou au travail. C'est être plus au chômage que le reste que la moyenne nationale. Donc c'est bien ici une question de classe. On est bien ici dans une question, la discrimination raciale, qui en réalité combine et la question de classe et la question de race. Oui, mais il y a des questions sociales qui ne sont pas traversées par la question raciale. Ceux qui sont discriminés sont ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Oui, bien sûr, j'entends bien. On est bien dans une question de classe. J'entends bien, mais par exemple, en ce moment, il y a un grand mouvement qui est en train de prendre forme, un mouvement citoyen, un mouvement jeune, qui s'est bâti notamment à partir du film Merci Patron de François Ruffin, qui a été un des éléments déclencheurs. Dans le film Merci Patron, nous avons le couple des Clure, des prolétaires blancs, tout ce qu'il y a de plus blanc, au sens couleur de peau, qui sont des grands précaires, qui ont été licenciés, qui se retrouvent dans une situation de grande pauvreté. Bon, là, on a une situation d'inégalité sociale, ils sont en situation extrêmement difficile, qui ne semble pas traversée par la question coloniale ou raciale. Là, ce combat-là ne paraît pas pris dans le combat décolonial que vous menez. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi là, il faut continuer à être sur une lecture décoloniale face à une situation comme celle des Clure. Je prends les Clure parce qu'ils sont en ce moment tout à fait emblématiques, mais c'est 1000 autres personnes possiblement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous avez raison qu'en soi, elle ne l'est pas. Moi, ce que je disais tout simplement, c'est que stratégiquement, si les Clure veulent que leur combat aboutisse, il faudrait qu'on soit tous plus forts. Si une politique de l'Alliance est possible, il faudrait que les Clure s'intéressent aux quartiers populaires. Sinon, ça ne va pas être possible. J'ajoute à cela le fait que je suis extrêmement attentive à ce qui se passe sur le terrain, notamment de ces luttes-là. Et par exemple, j'écoute Frédéric Lordon. J'aime beaucoup Frédéric Lordon, je le respecte. Il m'apprend beaucoup. Il m'a permis de m'intéresser à la question de l'Europe et à la question de l'euro et éventuellement du retrait de l'euro, de l'abandon de l'euro. Donc toutes ces questions-là, moi, elles me travaillent et je pense que ça sera super intéressant dans les années qui viennent qu'on s'y intéresse. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve qu'il est intéressant, je pense qu'il est absolument nécessaire et je me réjouis que ce soit quelqu'un comme lui qui aujourd'hui occupe le devant de la scène. Et j'ajoute que je sais qu'il signe des tribunes, des pétitions contre les crimes policiers par exemple, ce qui me le rend extrêmement sympathique. Il n'en reste pas moins que j'ai écouté ses dernières interventions, notamment celle de Tolbiac récemment. Ambiance mai 68, super, génial. Il fait un super discours, très enflammé. J'aime beaucoup. Il y a un hic. Quel est-il? Depuis le 13 novembre, il y a eu 3000 perquisitions chez les musulmans, dont 2 ou 3 ont été effectives. 3000 familles ont été perquisitionnées de manière violente. Les quartiers populaires, beaucoup de quartiers populaires sont traumatisés par ces perquisitions. Pas un mot. Il ne s'est rien passé. Il ne dit rien sur l'offensive idéologique raciste, complètement décomplexée depuis les attentats. Vous voyez, qui stigmatise les quartiers et en particulier les musulmans. Il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème. Là, par exemple, c'est à lui de se saisir de ces questions-là. C'est à lui de dire, voilà, il y a un problème. On est en train d'attaquer le salariat et à côté de ça, il y a tout ce qui se passe dans les quartiers populaires. Il ne fait pas la jonction, il ne le fait pas spontanément. C'est vrai. Et alors, du coup, vous proposez d'employer une forme de contrainte. Et je pense que c'est ça aussi qui braque un petit peu cette partie-là de la gauche radicale. Vous proposez notamment cette phrase dans votre texte, « Qui mieux que nous », donc là c'est le nous des indigènes de la République, « Qui mieux que nous peut devenir force de proposition? Qui mieux que nous peut contraindre, par le jeu des rapports de force, les blancs antiracistes et anti-impérialistes à combattre les politiques impérialistes et néolibérales de leur pays, aider à décoloniser leurs organisations et renoncer à dicter la meilleure façon de lutter. » Donc il s'agit de contraindre les blancs antiracistes à intégrer de manière beaucoup plus explicite et spectaculaire la cause antiraciste dans leur combat, mais à partir du moment où vous proposez de les contraindre, évidemment, ceux des militants de ces formations-là qui se sentent, qui s'éprouvent eux-mêmes déjà antiracistes et combattant le racisme, se sentent agressés du procès que vous semblez leur faire, qu'il faille les contraindre pour qu'ils épousent la cause que vous défendez. Vous voyez, ce rapport-là, il y a quand même toujours dans votre texte un horizon de menace.
Hein. Pas seulement la guerre civile qui vient à nous. Hein. On sent la barbarie arrive, on est tous victimes potentiellement de ça. Donc il y a un horizon de la menace qui vient de l'extérieur. Mais il y a aussi l'horizon de la vengeance. C'est un mot que vous employez souvent, la vengeance. Alors vous le prêtez, vous citez des vers de Baudelaire sur la vengeance. C'est des phrases où vous ne dites pas forcément « il va y avoir une vengeance », mais vous montrez « attention, si cette question-là n'est pas prise en considération, il va y avoir une vengeance ». Si bien que le camp d'en face, celui à qui vous proposez une alliance, se sent toujours soupçonné d'être forcément raciste, et sent que s'il ne fait pas exactement les combats tels que vous les décrivez, tels que les voulez, alors il y aura une vengeance. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte et de la menace. Alors ça, c'est peut-être une surinterprétation. Je pense qu'il faut me voir plutôt comme une vigie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que la personne qui prévient est un ennemi. Celui qui prévient est un ami. Celui qui prévient est celui qui est inquiet. Celui qui prévient est celui qui pense qu'il faut rapidement trouver une solution tous ensemble. Évidemment, je le redis, sous la contrainte. Pourquoi sous la contrainte? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire sous la contrainte des rapports de force politiques. Je parlais tout à l'heure de Lordon, du coup comme métaphore de la gauche française. S'il n'y a pas un mouvement social, politique, en parallèle du mouvement qui est en train de se créer là, il est évident que Lordon, mais la gauche, va réfléchir en fonction de l'intérêt des couches sociales qu'elle a l'habitude de défendre, c'est-à-dire les classes, soit les prolétaires blancs, soit les couches moyennes blanches. Réfléchir à travers l'intérêt et la défense de leurs intérêts. S'il n'y a pas une force politique à côté qui les contraint à penser différemment, en tout cas à évoluer, ils ne le feront pas spontanément, sauf à penser que la gauche est philanthropique, spontanément philanthropique, et qu'elle va du jour au lendemain se transformer et s'intéresser aux luttes des quartiers populaires. Ça ne s'est pas vu en 30 ou 40 ans. Je crois qu'on n'est pas prêt de le voir, d'autant que je crois et je le crains, cette gauche, elle est traversée par des débats dont elle ne sort pas, notamment sur la question de l'islamophobie. Si cette gauche ne comprend pas que lorsque nous, on parle d'islamophobie, on parle bien de racisme. Justement, est-ce qu'il ne faudrait pas parler de racisme anti-arabe? Parce qu'au fond, l'islamophobie est un mot mal foutu, on sent bien, enfin de même que antisémitisme était au départ un mot très mal foutu, et puis finalement, bon bah voilà, comme l'usage s'en est banalisé, tout le monde se sert de ce mot-là. Islamophobie, que vos adversaires vont déconstruire en disant bah oui, c'est juste la peur de l'islam, écoutez, j'ai le droit d'avoir peur d'une religion qui se radicalise, il n'y a rien de criminel dans le fait d'avoir peur d'un discours religieux dans une société laïque, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que le mot islamophobie est bien choisi pour désigner au fond un racisme anti-arabe? D'abord, ce n'est pas moi qui ai choisi le mot islamophobie, c'est le mot que tout le monde utilise et que les victimes de l'islamophobie ont popularisé. C'est le mot que tout le monde comprend. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas tellement les mots, c'est le contenu qu'on donne aux mots. Et vous le dites très très bien, le mot antisémitisme est un mauvais mot. Seuls les juifs ne sont pas sémites. Et pourtant, on comprend avec l'antisémitisme européen qu'on parle bien des juifs. D'accord ? Donc ce mot a un sens et une signification politique qu'il ne faut pas remettre en question. L'antisémitisme, c'est le racisme envers les juifs. Eh bien, l'islamophobie, c'est le racisme métamorphosé, vous avez raison, envers les Arabes. Sauf qu'il n'est pas, comment dire, très élégant d'être raciste anti-arabe. En tout cas, de le faire savoir publiquement. On ne peut plus dire les Arabes puent, on ne peut pas dire les Arabes sont des voleurs. On se cache derrière un racisme respectable qui est la critique de l'islam, alors que nous, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que des musulmans sont victimes de racisme anti-musulman. Enfin, c'est ça la réalité de l'islamophobie aujourd'hui. C'est un racisme effectif qui touche des individus. Maintenant, la critique de l'islam, je trouve que c'est vraiment, mais vraiment un faux débat dans la mesure où c'est un sport national, la critique de l'islam. Tout le monde critique l'islam, voyons. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, vous vous faites islamophile, parce que donc le texte se termine par une sorte d'épilogue intitulé Allahu Akbar, où vous faites l'éloge de l'islam comme une spiritualité qui entraîne avec elle le sens du groupe, des solidarités collectives que nos sociétés individualistes ont complètement abandonnées. Vous dites que l'immigré, et donc dans le chapitre sur l'islam, l'immigré, il
il est utile parce qu'il permet de transporter avec lui et de conserver la mémoire des sociétés solidaires où la conscience collective est forte et où chacun se sent responsable du groupe, celle de résister à l'atomisation de la société, à l'individualisme forcené. Alors, ceci dit, vous mettez ce moment-là sur les vertus de l'immigré dans le chapitre sur l'islam, puisqu'il est intitulé Allahu Akbar, alors qu'au fond, cette vertu-là de la solidarité, du sens du groupe, de la famille et du clan contre l'atomisation de la société, on la trouve un peu dans toutes les immigrations, si je puis dire, en fait, dans tous les phénomènes d'immigration collective. On l'a aussi chez les Chinois à Paris, qui sont très solidaires, très communautaires, et ça n'a rien à voir avec l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous utilisez des vertus culturelles que vous prêtez à l'islam, alors qu'on a le sentiment que ça ne concerne pas, ça ne relève pas du champ religieux. C'est les solidarités. Non, je vous suis complètement sur l'idée que les autres communautés fonctionnent de la même manière et qu'elles sont solidaires. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas ça que je prête à l'islam. Le chapitre sur l'islam, c'est effectivement d'abord de mettre en évidence, en tout cas, de valoriser quelque chose qu'on ne dit pas assez, à savoir que le monde musulman en France a construit ses solidarités lorsqu'il est relégué socialement. C'est-à-dire qu'il retrouve en lui-même les ressources qui sont des ressources finalement très matérielles. À un moment donné, il faut, lorsqu'on est abandonné par l'État, lorsqu'on est relégué socialement, eh bien, on retrouve à l'intérieur de soi-même, de sa communauté, ce qu'on appelle le fameux repli communautaire, qui n'en est pas un, qui est un repli organisé par l'État, mais du coup, à l'intérieur des communautés, effectivement, il y a de la solidarité, et c'est une manière de s'en sortir, finalement. Mais c'est pas... Ça, j'ai voulu le mettre en valeur, mais pas seulement. Je choisis l'islam à la fin, pas parce que je lui trouve des vertus culturelles particulières, c'est que l'islam a été choisi par l'Occident pour camper le rôle de l'altérité radicale et négative. D'accord ? Or, moi, je suis musulmane et je suis d'une famille musulmane. J'ai grandi dans une famille où le moment où j'entendais Allahu Akbar dans ma famille, c'est un moment de paix. C'est un moment où mon père et ma mère allaient prier. Ce moment, c'est un moment de recueillement, de paix, qu'on respectait, où on se taisait. Quand ils allaient prier, tout le monde se tait. Et on sait que c'est un moment où tout le monde se tait. Et c'est un beau moment. Or, je suis en France et je sais comment Allahu Akbar est entendu. C'est un cri de guerre. D'accord ? De fait, parce qu'il est employé comme tel par certains de ses usagers, si je puis dire. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. Simplement, seule cette interprétation domine. Seule cette interprétation domine. Je dis simplement que souvent, c'est un cri de résistance. Souvent, c'est un cri de résistance. Ou sinon, c'est un moment de paix. D'accord ? Je sais ça. Je veux le faire savoir. Je veux qu'on sache que c'est un moment de paix ou bien un cri de résistance. D'accord ? C'est important de le dire, c'est important de le valoriser. Et j'ai voulu également dire autre chose. J'ai voulu dire que Allahu Akbar, littéralement, ça veut dire Dieu est le plus grand. Et je suis allée chercher dans le référentiel d'une composante des damnés de la terre, parce que seuls les musulmans ne sont pas des damnés de la terre, mais dans une de ces composantes, donc l'altérité radicale, celle des musulmans, je suis allée chercher quelque chose qui puisse être utile à tous. Allahu Akbar, pour les croyants ou les non-croyants, signifie Dieu est le plus grand. On peut ne pas croire en Dieu, mais en tout cas comprendre que par contraste par rapport à Dieu, nous tous ici, vous et moi, nous sommes de simples créatures humaines. Et toute ça, égalité. Il y a un potentiel égalitaire. Il y a le potentiel égalitaire qui est que nous sommes des créatures humaines. La Bible dit « tu es poussière, tu retourneras poussière ». Donc là, la même leçon d'humilité. La même leçon d'humilité. On peut se comprendre. Allahu Akbar, on est tous des petits.
On Oui. est tous petits, on est tous de simples Sauf mortels. que le Coran est un texte religieux qui a servi, comme tous les textes religieux de tous les monothéismes, qui a servi à, soi-disant, légitimer des systèmes d'oppression des femmes. C'est-à-dire, des musulmans se sont servis du Coran pour justifier la persistance de mariages polygames ou un usage contraint du voile. J'entends bien qu'il n'y a pas que des usages contraints du voile, hein, mais il peut y avoir des revendications à partir du Coran pour dire c'est le Coran qui le dit, tu dois le faire, tu n'as pas le choix. Donc, mais ceci dit, le Coran, comme les autres textes religieux. Hein. Ce potentiel égalitaire de l'islam, il est c'est difficile d'y prêter foi quand on voit qu'il sert de justification à des pratiques inégalitaires, à des discriminations sexistes. Alors d'abord, là, vous ne parlez pas strictement d'islam, mais de système politique. Ouais. Des systèmes politiques. De droit musulman. Des systèmes politiques, effectivement, peuvent utiliser l'islam dans un sens oppressif. Vous avez parfaitement raison, comme on peut imaginer que des mouvements politiques utilisent l'islam à des fins d'émancipation. Donc là, comme il y a eu une théologie de la libération, il y a des mouvements qui se revendiquent de l'islam et qui peuvent être décoloniaux, qui peuvent être antiracistes, qui peuvent vouloir libérer les peuples musulmans. Donc à partir de l'islam, effectivement, on peut avoir tout et son contraire. Oui. D'accord ? À partir de l'islam, à partir d'une interprétation de l'islam, c'est effectivement ces usages politiques qui nous diront à nous, par exemple, quel est l'usage politique de l'islam que nous, on souhaiterait soutenir ou combattre. Évidemment, vous avez raison. Mm-hmm. Maintenant, ce qui me semble important, c'est effectivement ce qu'en disent les femmes qui sont concernées. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas arriver de l'extérieur et dire « l'islam vous a opprimé ». La plupart des femmes musulmanes portant ou pas le foulard ne se sentent pas opprimées par l'islam, il faut les entendre. Je ne me sens pas opprimée par l'islam, absolument pas. Au contraire, j'y vois en tout cas un fort potentiel émancipateur. Je souhaite qu'il ne soit pas instrumentalisé. Mais ça, c'est à moi de défendre ma vision de l'islam. N'est-ce pas ? Mais quand il est instrumentalisé, est-ce que l'islam est instrumentalisé simplement par les systèmes politiques dits musulmans ? Pas forcément. Moi, je crois qu'il est aussi instrumentalisé par la société marchande. Aujourd'hui, il y a un autre danger qui est pour moi la McDonaldisation de l'islam. C'est-à-dire les voiles commercialisés, là, les vêtements islamiques commercialisés. De manière plus large, c'est l'intégration de l'islam dans, effectivement, la société capitaliste. Je pense que le capitalisme a le pouvoir d'instrumentaliser l'islam à des fins commerciales. Comme tout le reste. Comme tout le reste. Le capitalisme n'a aucune limite. Et je crois que s'il y a aussi un danger en France, dans les sociétés occidentales, c'est l'intégration de l'islam dans la modernité occidentale. Et ça, pour moi, c'est aussi dangereux que la version djihadiste de l'islam, enfin, Daesh et compagnie. Alors, il y a, je trouve, une autre difficulté dans le fait de se réclamer de la culture musulmane, de l'islam. C'est que comme vous inscrivez toute votre pensée et votre sensibilité dans l'histoire longue, hein, vous souvenez toujours de vos aïeux, vous considérez que vous êtes né en 1492, hein, au moment de la découverte du Nouveau Monde, vous en tant qu'indigène de la République, bien sûr. Mais donc vous vous inscrivez dans une histoire longue. Et quand on est inscrit dans l'histoire longue, on se souvient aussi que l'islam... c'est aussi un mouvement de colonisation. Dans l'histoire de l'islam, il y a des conquêtes, des conversions forcées. Hein. La civilisation arabo-musulmane s'étend, comme toutes les civilisations, par la conquête. Au 7e siècle, c'est donc des pratiques qui sont extrêmement contraignantes. Et donc, vous réclamant de cette culture-là, vous vous retrouvez du coup à embarquer avec vous, sans le dire, au fond, une culture aussi colonisatrice, impérialiste. Il y a eu un impérialisme musulman. C'est pas les mots que je choisirais. Alors, si vous parlez de conquête et d'envahissement de territoire, c'est le cas de énormément de civilisations. Vous avez raison, l'islam fait partie, c'est une civilisation qui a conquis des territoires. Donc vous êtes descendante, à ce titre-là, sur le plan de l'imagination et de la généalogie longue, vous êtes descendante des colonisateurs aussi bien que les Blancs. Non, parce que c'est pas cette histoire qui fait ma condition aujourd'hui. Ce qui fait ma condition aujourd'hui en France, c'est l'histoire du colonialisme.
j'ajoute une chose. Du colonialisme, lequel? Encore une fois, puisque le colonialisme La existe modernité avant occidentale. 1400. Non, mais- Oui, mais il faut définir la modernité, parce que justement. vous n'appelez colonialisme, en fait, que l'extension chrétienne, en fait, à partir de 1492. Pour vous, vous appelez colonialisme ce geste-là, qui commence en 1492, quand ce sont les chrétiens qui le commettent. Mais on sait bien que l'extension par la force des civilisations commence avant. Donc, en fait, le Mais toujours, phénomène c'est un phénomène, je viens de de dire que colonisation, il est antérieur. je reconnais le phénomène d'expansion. D'accord. Moi, je ne l'appelle pas colonisation, je pense qu'il faut être précis sur les termes. Je crois que la colonisation européenne, je préfère dire européenne que chrétienne en réalité. Et pourtant, elle se faisait la Bible à la main. Oui, bien sûr. Et vous voyez, bien sûr. c'est Oui, mais totalement pour moi, assumé Pour moi, que c'est la chrétien. Bible, la religion, tout comme l'islam peut l'être, a été instrumentalisée. Je crois que ce qui distingue le début de l'expansion européenne et qui a donné naissance à la modernité occidentale, c'est l'expansion du capitalisme. Ce mouvement-là, les mouvements dont vous parlez, Antérieurs, toutes les autres formes de conquête du monde n'ont pas donné lieu à ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la mondialisation sous sa forme capitaliste. D'accord. En fait, votre ennemi, c'est le capitalisme. C'est l'impérialisme, domination sachant que blanche. l'impérialisme est le produit du capitalisme. D'accord. Donc c'est bien cette période historique tout à fait précise qui a, dans son mouvement, créé les races sociales, hiérarchisé l'humanité et qui a par exemple donné le code noir ou le code de l'indigénat. C'est-à-dire que la race en tant que telle est née dans ce mouvement historique. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas eu de conquête du monde? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas eu de barbarie par ailleurs? À fort profit économique aussi, hein, c'est-à-dire que en fait, les conquêtes d'Alexandre le Grand, c'est déjà un phénomène d'extension qui est très profitable. Je suis d'accord. Mais le monde aujourd'hui, qui détruit l'Irak par exemple, ce monde-là, c'est le monde impérialiste d'aujourd'hui. C'est donc qui a ça pris que naissance, vous appelez la modernité. C'est ça que j'appelle la modernité occidentale. Ça ne nie absolument pas toutes les formes de barbarie qui ont précédé ce moment-là ou qui continuent de l'être en parallèle de ce monde-là. Simplement, je crois qu'il faut être très précis, scientifiquement parlant, c'est-à-dire si on veut cerner notre sujet, si on veut en tout cas produire des politiques ou des formes de résistance qui soient effectives, il faut qu'on sache quel est l'objet que l'on combat. Et c'est bien la modernité occidentale. La modernité occidentale qui m'habite, qui est à l'intérieur de moi-même. D'accord. Je n'y échappe pas. Je suis blanche et blanchie. Ouais. Donc on n'est pas dans un rapport manichéen à la modernité. Je disais tout à l'heure que l'islam lui-même en tant que tel peut être dévoré par la modernité occidentale, capitaliste et impérialiste, bien entendu. Alors, toujours sur ce registre de l'histoire longue et notamment de l'histoire des conquêtes arabo-musulmanes, inscrite dans une histoire longue, je voudrais vous soumettre cette citation de Cornelius Castoriadis, philosophe, qui a écrit dans Une société à la dérive, il y a quelques décennies déjà, hein, ça date des années 80. Voici ce que disait Castoriadis. « Les Arabes se présentent maintenant comme les éternelles victimes de l'Occident. C'est une mythologie grotesque. Les Arabes ont été, depuis Mahomet, une nation conquérante qui s'est étendue en Asie, en Afrique et en Europe, Espagne, Sicile, Crète, en arabisant les populations conquises. L'extension actuelle des Arabes et de l'islam est le produit de la conquête et de la conversion plus ou moins forcée à l'islam des populations soumises. Puis, ils ont été à leur tour dominés par les Turcs pendant plus de 4 siècles. La semi-colonisation occidentale n'a duré, dans le pire des cas, Algérie, que 130 ans. Dans les autres, beaucoup moins. Et ceux qui ont introduit les premiers la traite des Noirs en Afrique, 3 siècles avant les Européens, ont été les Arabes. Tout cela ne diminue pas le poids des crimes coloniaux des Occidentaux. Mais il ne faut pas escamoter une différence essentielle. Attention. Très tôt, depuis Montaigne, a commencé en Occident une critique interne du colonialisme qui a abouti déjà au XIXe siècle à l'abolition de l'esclavage et au XXe siècle au refus des populations européennes et américaines de se battre pour conserver les colonies. Et voici qu'arrive l'uppercut. Je n'ai jamais vu un arabe ou un musulman quelconque faire son autocritique, la critique de sa culture à ce point de vue. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Castoriadis, feu Castoriadis, sur le fait que en Occident, en gros, les Blancs auraient fait ce travail depuis Montaigne. C'est vrai, hein, c'est vrai que Montaigne, dès ses essais, dénonce la barbarie coloniale. Les Occidentaux, les Blancs, ont fait ce travail d'autocritique de la colonisation, travail dont pourtant vous estimez qu'il n'a pas été fait. Et donc Castoriadis dit, dans la communauté arabe, dans la culture arabe ou musulmane, je n'ai jamais entendu cette autocritique. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? D'abord, ça c'est la thèse également de Petré Grenouillot, qui a été vivement critiquée par de nombreux décoloniaux en France, notamment les organisations noires, sur le fait que la décolonisation s'est faite notamment grâce aux Blancs.
Alors, là, c'est pas ça que je dis. Hein. Là, je dis que, enfin, c'est pas ça que en tout cas, le monde blanc a développé sa propre autocritique. Voilà, c'est ça. Et a participé donc à la décolonisation et même à la libération, en tout cas l'affranchissement des esclaves. Je dis que c'est une thèse qui effectivement existe, mais qui est extrêmement critiquable dans la mesure où la critique blanche a toujours été précédée par les luttes des Noirs et des esclaves et des colonisés. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord que le corps social opprimé se réveille, résiste, lutte pour qu'il y ait une remise en cause à chaque fois des systèmes coloniaux ou esclavagistes. Donc en fait, il n'y a pas eu en soi une critique sui generis, mais en tout cas, elle a été rendue possible parce que les peuples colonisés se sont révoltés. Ça c'est une chose. Donc il n'y a pas, si vous voulez, dans le monde occidental, on colonise, mais on a aussi les clés pour décoloniser. Ça, c'est trop facile. Non, mais en tout cas, je veux dire, on dénonce notre propre barbarie. Chez Montaigne, au XVIe siècle, en 1582, quand il écrit ses essais, Montaigne, depuis sa position sur le territoire français, je pense, n'a pas eu l'occasion d'être beaucoup convaincu par des opprimés colonisés. Il écrit « Nous aurons très fortement hâté, je le crains, son déclin, le déclin du Nouveau Monde, son déclin et sa ruine par notre contagion, et nous lui aurons fait payer bien cher nos idées et nos techniques. Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. » Ici, Montaigne prend une position tout à fait explicite, sans avoir eu à être convaincu pendant des décennies par des luttes d'opprimés auxquelles il aurait pu assister. Il a tout simplement conscience que la colonisation est une barbarie, c'est un crime de masse barbare. Hein, il parle de millions de peuples passés au fil de l'épée. Donc il a cette conscience-là, sans que ce soit une conscience réactionnelle à des sollicitations de la part des opprimés colonisés, me semble-t-il. D'abord, dans le livre que vous avez lu, vous remarquerez qu'il y a une place pour les anticolonialistes blancs. Sartre en fait partie. Sartre, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller chercher si loin. En fait, très proche de nous, il y a effectivement les porteurs de valises, il y a ceux qui ont lutté comme Sartre, de manière tout à fait radicale contre le colonialisme. Porteurs de valises, il faut peut-être expliquer ce que vous appelez les porteurs de valises. Ceux qui ont soutenu les luttes de résistance, hein, voilà. Les Blancs qui ont soutenu les luttes de résistance. Donc en fait, effectivement, non seulement ils ont existé, non seulement ce sont nos frères de lutte, mais il faut effectivement leur rendre hommage. Et ce n'est pas simplement leur rendre hommage. Moi, je pense qu'ils n'existent pas suffisamment dans la littérature politique. Mais, il y a un grand mais, ils ont toujours été minoritaires. Ce qui nous intéresse, encore une fois, ce n'est pas simplement de constater que cette possibilité, elle existe, parce que nous, on sait qu'elle existe. Nous, on souhaiterait qu'elle soit beaucoup plus efficace, donc beaucoup plus nombreuse et donc majoritaire. Qu'elle existe, c'est une évidence. Parce que si elle n'existait pas, on n'aurait aucun espoir. Il n'y aurait pas d'alliance possible. Il n'y aurait pas d'alliance possible. Ouais, bien sûr. Moi, je crois qu'il y a des alliances possibles. Je sais très bien, je sais reconnaître un humain en face de moi. Oui. Mais alors, bon, donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Simplement, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait plus de Montaigne et plus de Sartre et plus de Genet, etc. Voilà, alors, vous évoquez là maintenant Genet et Sartre. Hein, il faut préciser que ce texte d'Horia Boutelja est truffé de références et de citations littéraires, hein, donc notamment la préface qui joue Sartre contre Camus, puis Genet contre Sartre, selon une logique qu'on va explorer maintenant ensemble. Je parlais tout à l'heure de citations de Baudelaire, d'Aimé Césaire. Enfin, c'est un texte qui appartient à la littérature en très grande partie. On pourra revenir sur cette qualification que je propose, qui appartient à la littérature, je trouve, très très vivement, et qui donc s'ouvre sur un prologue intitulé « Fusiller Sartre », car c'est un frère de lutte, un allié, et en même temps, Sartre n'a pas été au bout, au fond, de cette fraternité. C'est en tout cas la thèse que vous développez. Il faut fusiller Sartre. Alors bien sûr, enfin fusiller Sartre qui est mort de toute façon, c'est un geste que moi j'identifie comme une mise en scène artistique en fait. Hein. C'est un geste de profanation spectaculaire pour la force du symbole, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors pourquoi faut-il fusiller Sartre? Parce que Sartre, tout en ayant épousé la cause décoloniale de manière extrêmement fidèle, très solidaire, au moment de la création de l'État d'Israël, en 1948, se déclare favorable à la légitimité de l'État d'Israël. Et donc pour vous, il échoue à ce moment-là, quand il devient sioniste, il échoue en fait à être fidèle à la cause anticoloniale. Et ça suffit pour vous à considérer que ça y est, au fond, il a basculé dans le camp de vos adversaires?
Je ne sais pas. Oui. Oui et non, parce qu'en même temps, vous dites fusillez-le, puis quelques pages plus loin, il est cité dans des citations que je reprends. Que vous revendiquez pour vous. Que je revendique, voilà, absolument. donc. Je ne veux pas dire embarrassée, mais moi j'aime beaucoup Sartre, évidemment. Et je pense qu'il manque des Sartres aujourd'hui. Ouais. D'accord ? Alors pourquoi je pense qu'il y a eu un acte manqué sur fusiller Sartre? Parce qu'il est une parabole. Il est ce que je reproche à la gauche aujourd'hui, c'est d'être en dessous des défis qui sont les nôtres. Ce moment de la vie de Sartre, ce choix qu'il a fait de soutenir la création de l'État d'Israël, pour moi, c'est sa faute. Bon, je pense qu'il a commis une erreur politique grave, majeure, tout en étant parfaitement anticolonialiste. Et donc, j'ai voulu explorer cet angle mort. Oui, mais alors là, il faut prendre le temps, parce que puisque vous militez toujours pour la perspective historique longue, pour la prise en considération de qu'est-ce que c'est qu'une mémoire affectée par son histoire, hein, donc on se situe en 1948. On sort de la Shoah. Sartre, comme tous, est absolument pétrifié par cette expérience. Que peut-on vouloir d'autre en 1948 qu'une terre pour le peuple juif? Comment, vous voyez, le sionisme de 48, est-ce que c'est le même sionisme en 48 que celui, par exemple, qui existe aujourd'hui, avec un nationalisme colonisateur tout à fait criminel et dénoncé comme tel par certaines instances. En 48, bouleversé par l'expérience du génocide, que peut-on vouloir d'autre qu'une terre pour les Juifs? Vous ne pouvez pas prendre acte de ce conditionnement par l'expérience historique. Qu'il faille trouver une solution pour les Juifs, évidemment. Sous quelle forme? Quelle solution? S'il n'y a pas de terre pour les Juifs, quoi? Expulser les Parisiens et faire à Paris un État pour les Juifs. La France a collaboré, donc elle paye. Ou bien à Berlin, expulser les Berlinois et créer un État pour les Juifs à Berlin, où ils soient en toute sécurité. Je précise immédiatement que je trouve dommage que la solution se matérialise sous la forme d'État-nation, parce que je suis contre l'État-nation. Je suis contre un État-nation musulman. Mmh. Oui, enfin, par exemple, un État strictement musulman, parce que je pense qu'on peut être musulman français, on peut être musulman tunisien, on peut être musulman américain, on peut être français, juif, tunisien, yéménite, etc. Donc là, déjà, que la seule solution envisagée, ce soit un État-nation ethnique, je trouve ça déjà dommage. Mais admettons, c'est les Européens qui ont collaboré, ou bien ce sont les Européens qui ont commis le crime contre les Juifs. C'est à eux de payer la note. Dans le cas du sionisme, que Sartre est une conscience malheureuse, encore heureux, et c'est très bien. Simplement, l'État d'Israël s'est constitué sur les terres d'un peuple, d'une terre qui était habitée. Mmh. C'est le seul problème en réalité. Donc, le sionisme s'est matérialisé par une conquête coloniale. Or, aujourd'hui, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les Palestiniens sont là pour le dire, tout simplement. Nous avons été expulsés, nous sommes un peuple colonisé, nous menons une lutte anticoloniale. J'ajoute qu'en 1945 ou en 1948, les Juifs n'étaient pas sionistes. Les Juifs souhaitaient majoritairement une solution en Europe. Mmh. Il aurait fallu que Sartre mène un combat pour réhabiliter les Juifs dans leur entière francité, dans leur ça, je ne comprends pas ce que vous dites sur ça. Quand vous dites qu'il aurait fallu qu'ils soient rétablis dans leur pleine citoyenneté, ils ne l'ont pas été au sortir de la guerre. Là, je ne retrouve pas votre citation, mais en gros, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Je vous cite du coup en entier. L'antisionisme sera l'espace de la confrontation entre vous, les Juifs, et les Blancs. L'opportunité pour les seconds, les Blancs donc, de vous demander 3 fois pardon. Une première fois pour le génocide, une deuxième fois pour ne pas vous avoir rétabli après 1945 dans une pleine citoyenneté européenne et sans condition, et enfin de vous avoir offert une prison à ciel ouvert, Israël. Alors là, moi j'ai besoin d'un éclairage historique sur pas de pleine citoyenneté pour les Juifs en 1945. Et ensuite, il faudra qu'on explore la manière dont vous considérez que votre antisionisme est une manière de lutter contre l'antisémitisme. Oui. Alors, d'abord, les pleins droits pour les Juifs au sortir de la guerre, Si on considère que les Juifs français, hein, prenons le cas des Juifs français, si on considère qu'ils sont français à part entière, on n'a pas de raison de participer à la création d'un État où on va les envoyer. Soit ils sont ici chez eux et on les rétablit de manière entière chez eux. C'est le fait de créer Israël qui est une manière de ne pas leur reconnaître leur pleine citoyenneté. La question c'est,
sont-ils des Français comme les autres? La réponse est non si on considère que leur pays est ailleurs. Oui, d'accord. Vous voyez, c'est ça que je veux Le dire. seul moyen de prouver que c'est des Français comme que ce sont des Français comme les autres, c'est de les rétablir pleinement dans leur citoyenneté et donc du coup, remettre en cause les fondements de l'État-nation qui choisit, qui élit d'une certaine manière son propre peuple, qui est le peuple chrétien blanc. Donc voilà, par opposition, il me semble que les Juifs français sont français. Je dis ça des Juifs tunisiens. Les Juifs tunisiens sont tunisiens. Oui. D'accord ? Voilà. Alors justement, donc après, on peut explorer sur cette question la relation entre l'antisionisme et la protection des Juifs vis-à-vis de l'antisémitisme. Vous dites ceci: l'antisionisme est ce territoire où se révèlent au grand jour les deux victimes principales du projet israélien, les Palestiniens et les Juifs, et où apparaît le bénéficiaire premier, l'Occident. Lorsque vous rompez avec le sionisme, vous prenez le chemin le plus court pour mettre fin à ce cercle infernal où sionisme et antisémitisme s'alimentent sans cesse. Donc, vous situez votre antisionisme dans la perspective d'une lutte contre l'antisémitisme. Vous pouvez développer ce point ? C'est pas très difficile à comprendre. Je pense que le sionisme a pris en otage les Juifs, tout simplement. Comme je vous le disais, dans les années 40, dans les années 30, dans les années 45, 50, jusqu'aux années 60, très peu de Juifs étaient sionistes. Simplement, ils ont été gagnés par cette idéologie. Je le regrette. Et aujourd'hui, malgré eux, ils sont associés aux crimes de l'État d'Israël, aux crimes coloniaux. Et ils sont pris pour cible de plus en plus. Je crois, et en accord et en grande complicité avec une association comme l'Union juive française pour la paix, nous travaillons ensemble pour dissocier la question des Juifs de la question du sionisme. Le sionisme, c'est une idéologie politique, on y adhère ou on n'y adhère pas, et j'ajoute qu'il y a plus de sionistes chrétiens qu'il y a de sionistes juifs. Aux États-Unis, par exemple, il y a bien 30 millions de sionistes évangélistes. 30 millions. Donc en fait, beaucoup plus qu'il n'y en a en Israël. Donc c'est bien, on parle bien d'une idéologie à laquelle on adhère ou on n'adhère pas. Et donc ceux qui adhèrent sont critiqués en tant adhérents à cette idéologie. Donc c'est bien, ils sont bien critiqués en tant que militants politiques. Voilà. Et donc ce que nous tentons de faire, c'est effectivement dissocier les deux, parce que ça crée de l'antisémitisme, une nouvelle forme d'antisémitisme sur le terrain, qui prend les Juifs pour le tout d'Israël. Et ça, c'est problématique. On veut lutter contre l'antisémitisme, eh bien, le chemin le plus court, c'est de lutter contre le sionisme. Oui, alors vous pouviez aussi vous trouver des alliés, puisque donc vous choisissez de fusiller Sartre symboliquement et vous allez choisir Genet comme figure tutélaire. Au fond, il y avait des alliés parmi les Israéliens qui sont eux-mêmes très critiques vis-à-vis de la politique nationaliste d'Israël. Je songe à Avi Mograbi, le réalisateur israélien qui a pris des positions extrêmement claires sur le fait qu'Israël, il a même dit, est un État fasciste. Eyal Sivan qui a réalisé un documentaire dont on a parlé sur hors-série, Route 181. Voilà. Excellent. Bon, voilà. Il y a des références sur lesquelles vous pouviez vous appuyer qui, du coup, vous trouvez des alliés du côté même des Israéliens eux-mêmes qui critiquent de l'intérieur la politique nationaliste et impérialiste. Et ce ne sont pas ces alliés-là que vous allez chercher. Vous leur préférez des figures tutélaires symboliques. Donc, d'abord Sartre, mais finalement, non, on le fusille. Et finalement, Genet, on va peut-être y revenir, qui a une réputation extrêmement sulfureuse. Alors, est-ce qu'on peut explorer un peu le choix, justement, de vos figures tutélaires ? Vous choisissez Sartre et Genet. Alors, c'est de la culture, en plus, incroyablement blanche, légitime. Enfin, vous voyez, vous venez vous inscrire dans une sorte d'académie, plutôt que d'aller chercher des alliés dans d'autres instances d'énonciation, sur le terrain, par exemple, en Israël. Vous pouvez développer ces choix stratégiques dans vos figures tutélaires ? Je voulais confronter trois figures, pas simplement Genet et Sartre, mais également Camus. C'est ça. Camus, dont les Algériens ont fait le procès depuis longtemps. Je sais que c'est une figure très appréciée en France. Ce n'est pas le cas des Algériens. Les Algériens n'aiment pas Camus, parce qu'ils y voyaient un colon, tout simplement. Sartre, c'était déjà mieux. C'est... Parmi nos alliés, donc, c'est déjà un meilleur allié, sauf sur la question israélienne, mais sur la question algérienne, elle était extraordinaire, impeccable. Genet, il est allé encore plus loin que Sartre.
est simplement allé plus loin que ça, c'est-à-dire il est très anticolonialiste. Il était l'ami d'Angela Davis, il était l'ami de Leila Shahid, il était l'ami des Black Panthers, il était l'ami de la cause palestinienne, effectivement. Et en France, il était proche, en tout cas, il luttait auprès des travailleurs immigrés. Donc c'est la figure parfaite, du point de vue de l'anticolonialisme. Ouais. Donc j'ai souhaité confronter ces trois figures pour dire que finalement le blanc idéal, c'est celui qui embrasse l'anticolonialisme dans toute sa globalité, dans toutes ses dimensions. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous appelez tuer le blanc en lui. Hein. Genet est votre figure tutélaire parce que lui a su tuer le blanc en lui en choisissant toujours la cause colonisée contre la cause... Il a su tuer le blanc en lui pour se réhabiliter en tant qu'humain. Alors, auprès des colonisés. Ça l'a poussé à adopter des attitudes extrêmement provocantes, puisque vous le signalez vous-même, il s'est réjoui de la débâcle française en 1940 face aux Allemands. La France occupée, c'était bien aussi la France coloniale, n'est-ce pas? La France résistante, c'était bien aussi celle qui allait répandre la terreur à Sétif et Guelma, un certain 8 mai 45, puis à Madagascar, puis au Cameroun. Quant à la débâcle de l'armée française, alors là il y a des guillemets encore, mais je ne sais pas si c'est Genet qui parle ou si c'est encore Genet. Donc quant à la débâcle de l'armée française, c'était également celle du grand état-major qui avait condamné Dreyfus, non? Alors donc, Genet est cette figure absolument parfaite dans la manière d'épouser les causes décoloniales ou anticoloniales, mais du coup avec cette position très provocatrice de se réjouir de la victoire de l'armée allemande en 1940, ce qui a valu à Genet d'être, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais soupçonné d'antisémitisme. Du coup, il y a eu toute une polémique où des historiens ont pris la plume. Je songe notamment à Yvan Jablonka et Éric Marty, donc des historiens, attention, qui ne sont pas forcément spécialisés dans la lecture de la littérature, parce que je pense que le geste littéraire appartient à un autre régime de vérité que les documents historiques qui sont habitués à compulser. Donc Jablonka et Marty ont pris position contre Genet en le déclarant antisémite. À quoi, pour préciser complètement la polémique, il a été répondu par des spécialistes de Genet, notamment par René de Secati, dans un passionnant article paru dans la revue Critique. Il a complètement remis à plat ce soupçon d'antisémitisme en montrant que les historiens avaient fort mal lu Genet. Tout ceci pour dire quand même que Genet se trimballe une réputation sulfureuse et que c'est ce Genet-là que vous choisissez comme figure tutélaire. Par exemple, il y avait Aimé Césaire. Césaire, il est impeccable sur la question décoloniale. Pourquoi ce ne serait pas une figure tutélaire? Il est tellement moins sulfureux. Parce que lui, il n'a pas besoin de trahir sa race. Ce qu'il fallait, c'est la cause de tuer le blanc en soi. Eh bien, il faut trouver un blanc. Il faut tuer le mais alors, blanc, donc là, le on blanc revient de sur la l'alliance question politique. raciale, hein, on revient sur la question ethnique, parce que du coup, en quoi Genet est blanc? Il n'a rien de blanc. Ah, Sinon, sa peau, il n'est pas blanc. Ah non, lui, il avait parfaitement conscience de la blanchité. Il y a un passage qui le dit. Il dit « Je suis blanc et c'est un péché tout à fait voulu ». Donc, il ne parle pas de sa race. C'est quoi alors le péché d'être blanc de ce que je dis, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, à savoir être européen et bénéficier des privilèges de la race, d'un point de vue social. Il se disait blanc et il disait même je n'aime pas la blanchité et il se trouve que j'en profite. Je le cite dans un passage. Ouais, d'accord. Alors moi, je citais Césaire, que vous citez vous-même d'ailleurs, hein, il est présent quand même dans votre texte, mais Césaire, Césaire qui a lui aussi beaucoup relativisé Hitler, parce que vous dites que vous adorez chez Genet qu'il relativise complètement Hitler, qui est pour la conscience blanche. Hitler, c'est le monstre absolu. Donc pour nous, c'est une espèce de totem, un truc atroce, quoi. Et vous inscrivez à la suite de Genet et d'autres, Hitler dans une histoire longue, qui est l'histoire des crimes de masse et de la barbarie, notamment la barbarie coloniale. Et donc, vous dites dans votre texte, ce que j'aime chez Genet, c'est qu'il s'en fout d'Hitler. Et paradoxalement, il réussit à mes yeux à être l'ami radical des deux grandes victimes historiques de l'ordre blanc, les juifs et les colonisés. Il y a comme une esthétique dans cette indifférence à Hitler. Elle est vision. Fallait-il être poète pour atteindre à cette grâce? Donc là, vous formulez les choses. Évidemment, avec une espèce une désinvolture. Ce que j'aime chez Genet, c'est qu'il s'en fout d'Hitler. Dit comme ça, évidemment, on sent la provocation. C'est une tournure un peu agressive de s'adresser comme ça à ceux qui, en France, en Europe, ont vécu le génocide, le nazisme comme la réalisation paroxystique de la barbarie sur leur territoire. Hein. Il faut se situer à chaque fois en mémoire située, mémoire localisée. Hein. C'est la réalisation paroxystique de la barbarie, et vous dites, on s'en fout d'Hitler. Et vous le dites
aussi après Césaire, qui signale « Hitler a appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les Koulis de l'Inde et les Nègres d'Afrique. » Il dit également, Aimé Césaire, « Le nazisme est une forme de colonisation de l'homme blanc par l'homme blanc, un choc en retour pour les Européens colonisateurs. Une civilisation qui justifie la colonisation appelle son Hitler, je veux dire son châtiment. » Donc, au fond, cette indifférence à Hitler, enfin, c'est pas l'indifférence, c'est relativisé, quoi. La barbarie nazie, on l'a réinscrit dans un continuum historique. Vous la reprenez chez Césaire, chez Genet, et vous allez jusqu'à s'en foutre d'Hitler. Ce que j'aime chez Genet, c'est qu'il s'en fout d'Hitler. C'est une posture que vous revendiquez vraiment? On s'en fout d'Hitler? Ça compte pas? On s'en fout. Alors, on s'en fout pour moins s'en foutre. Vous disiez, la parole des Européens qui n'aiment pas Hitler, elle est située. Mais la mienne, elle est située également. Moi, j'ai été écrasée par Hitler. Parce que la figure d'Hitler occulte ce qui a précédé Hitler. C'est ce que dit Césaire. Et quand j'évoque mon cousin du Bled, moi je suis une Française, quand je vais le voir en Algérie, et que je parle d'Hitler, parce que moi j'ai appris Hitler à l'école, et que lui me dit « mais c'est qui Hitler ?» Bien là, on se rend compte que effectivement les gens sont situés. Mon cousin est en Algérie. Il n'a pas appris ça à l'école. Lui, à l'école, il a appris la guerre d'Algérie. Voilà, c'est ça son histoire. Eh bien, le monde, c'est ça le monde. C'est-à-dire qu'il s'agissait de critiquer l'eurocentrisme d'Hitler, la manière eurocentrique avec laquelle on aborde Hitler. L'inscrire dans une longue histoire, c'est comprendre que le génocide des Juifs s'inscrit aussi dans la longue lignée des génocides non européens. Qu'est-ce que ça signifie fondamentalement? C'est une approche anti-négationniste. Parce qu'il y a en France des négationnistes. Il y a une tentation négationniste. Eh bien, nous disons, face à ce que je pourrais appeler le soralisme. Le soralisme, donc, de Soral, le polémiste sur Internet. Face à ça, nous disons, le génocide a bien existé. Il est honteux de le nier. Et nous, et c'est pour ça que je parle à un moment donné, je parle de Baldwin, qu'adviendra-t-il de notre beauté? Je tiens à notre intégrité, je tiens à notre beauté au sens de Baldwin. James bien, Baldwin. Exactement. Allez-y. Je dis, nous, on ne peut pas descendre aussi bas. Nous, enfants d'immigration postcoloniale, on n'a pas le droit de suivre les négationnistes et les racistes. Le génocide a bien existé. Simplement, on ne peut pas oublier ce qui est arrivé avant tous les autres génocides. Lorsqu'on dit tout ça, je me sens réhabilitée dans mon histoire. Je suis prise en compte et je prends en compte les Juifs. Et là, c'est là l'espace où on peut se retrouver tous ensemble. Et du coup, si on peut parler d'amour révolutionnaire, eh bien, c'est là qu'on se rend compte. Il n'y a pas de négationnisme possible, il y a une rencontre possible, à condition que de part et d'autre, on reconnaisse tous les crimes coloniaux. Mais alors du coup, oui, quand on réinscrit le génocide nazi dans ce continuum historique où les crimes de masse en fait coloniaux ont précédé largement le crime de masse nazi, finalement du coup on ne sait même plus pourquoi vous continuez de reconnaître une singularité, car vous en reconnaissez une tout de même au génocide nazi. Vous dites le risque de retirer au génocide nazi sa singularité existe, et vous auriez raison de le pointer. La tentation négationniste guette chez les antisémites. Mais alors quelle singularité au génocide nazi par rapport au génocide qui ont précédé dans l'histoire de l'Occident? Quelle singularité? Tous les génocides ont des singularités. C'est au même titre que n'importe quel génocide. C'est-à-dire que par exemple la traite négrière, c'est un phénomène historique très particulier que nous on inscrit dans les grands crimes coloniaux, mais il a sa singularité, on ne peut pas l'aplatir. La traite négrière, ça n'est pas un génocide par exemple. Ça n'est pas un génocide au sens extermination d'un peuple. Extermination, par exemple, comme ça, ce fut le cas au Rwanda, ou par rapport aux Juifs, ou par rapport aux Arméniens. C'est un autre phénomène parce que précisément, on souhaitait garder la main-d'œuvre pour pouvoir la faire l'exploiter et la faire travailler gratuitement. Donc, alors, dans ce mouvement-là, il y a eu des millions de gens qui sont morts, mais l'objectif n'était pas le même. Donc, la traite négrière a sa singularité, mais on n'a pas à la hiérarchiser. Elle n'est pas au-dessus des autres, elle n'est pas en dessous des autres. C'est un crime contre l'humanité qu'il faut regarder en face. Il faut regarder le génocide des Juifs, des Arméniens, des Tziganes, des homosexuels en face. Il faut le regarder, il faut l'appréhender tel quel, mais sans les aplatir,
sans dire c'est la même chose, tout est dans tout, mais simplement les réinscrire dans la longue histoire de l'impérialisme et du capitalisme. Alors, vous venez d'évoquer James Baldwin, dont j'ai lu du coup La prochaine fois le feu sous votre impulsion, si je puis dire. Et j'ai compris en lisant Baldwin quelque chose qui peut-être correspond aussi à votre stratégie rhétorique. Il dit, Baldwin, que quand on est racisé, la meilleure manière d'être respecté, même la seule manière d'être respecté, c'est d'être craint. Il faut attaquer d'abord et faire peur si l'on veut obtenir le respect. Faute de quoi, on va être soit attaqué, soit méprisé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette stratégie qui consiste à susciter la crainte? Déployer pas mal de mise en scène de la violence, Fusiller Sartre est une mise en scène de la violence, mettre la menace à l'horizon de votre texte, vous voyez ce que je veux dire? Sortir un peu, montrer les griffes, attaquer, faire peur pour obtenir le respect que votre condition de racisé vous empêche d'obtenir autrement. Alors moi, je le dirais autrement, bien que je sois tout à fait d'accord. Je dirais, exister, c'est exister politiquement. Ouais. C'est ce que nous a appris le grand sociologue Abdelmalek Sayad. C'est effectivement avoir sa parole propre. C'est effectivement ne dépendre de personne. C'est effectivement apprendre à être décomplexé. C'est effectivement comprendre ses priorités et ne pas suivre bêtement ce que j'appelle l'universalisme blanc, ou en tout cas les formes d'émancipation que propose le monde blanc. C'est avoir son propre agenda, c'est le mettre sur le tapis, c'est ne pas avoir peur de la confrontation, c'est aussi endosser ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hors antenne, c'est endosser les accusations absolument terribles d'antisémitisme, de racisme anti-blanc, d'homophobie et de misogynie. Voilà. Je dois endosser ça, c'est-à-dire que ma rupture, la décision de rompre, que ce soit la mienne ou celle du Parti des indigènes de la République, eh bien, crée autour de nous toute une narration sur les indigènes de la République qui n'a rien à voir avec ce que l'on dit, mais qui est une forme de la résistance contre nous. En fait, on nous attaque pour ne pas avoir à avoir ce débat qu'on a eu entre nous. Ce débat de compréhension, c'est-à-dire là, on s'est expliqué, on a déployé un propos, c'est possible, on peut s'entendre, on peut se comprendre, on peut lire de manière tout à fait raisonnable et rationnelle ce que nous écrivons, et la preuve, c'est je crois qu'il y a un terrain sur lequel on se retrouve, et je pense qu'il y a en tout cas une rationalité possible. Eh bien, cette rupture, en tout cas cette existence politique, elle a un coût et elle me coûte. Oui, mais c'est plus que de la rupture. Moi, je crois voir dans votre texte une stratégie de la mise en scène de la violence et je ne la condamne pas du tout. Il y a une forme de violence, il y a une esthétique de cette violence. D'abord, je pense que ça vous permet en effet d'être craint et que susciter la crainte, c'est une manière d'être entendu aussi, même si on vous renvoie des balles dans la figure, hein, des balles, c'est pas des balles meurtrières. J'y vois aussi, moi, quelque chose qui a à voir avec la violence de la littérature. Alors ça, justement, j'aimerais bien avoir votre analyse là-dessus. Diriez-vous de votre texte qu'il appartient plus, de votre écriture, qu'elle appartient plus au régime de la littérature, qui a pour exigence et horizon la vérité? La littérature, elle a à voir avec la vérité. Même si la vérité est amorale, violente, la littérature a un rapport avec la vérité. Ou bien avec la politique, qui cherche l'action. Ce n'est pas le même horizon. Viser la vérité ou viser l'action, ce n'est pas forcément les mêmes stratégies et les mêmes tactiques. Vous, quand vous écrivez, vous êtes dans une exigence de la vérité, plutôt dans le régime littéraire, du coup, ou dans une exigence tactique, construire une action, et donc on est dans le politique. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas réfléchi à cette question, parce que je n'avais pas vraiment de prétention littéraire, à vrai dire. Mais moi, c'est un vrai texte. Ouais. Ouais. J'en suis heureuse. Vraiment, c'était pas le but. Par contre, effectivement, je suis dans une exigence de vérité et je veux affronter la vérité. Je veux pas la fuir. Mais il se trouve que les deux registres, politique et littérature, se mélangent dans la mesure où, de là où on est obligé d'être dans le vrai. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas valse. Moi, je peux pas me permettre de mentir de manière aussi éhontée. Je ne peux pas me permettre de dire des bobards. Je suis obligée de partir de la vérité la plus crue et la plus difficile. Je suis obligée de parler à mon adversaire. Je suis obligée de lui dire les choses. Tant que je ne lui dis pas les choses très clairement, je suis incarcérée. Ma libération, elle a pour
condition première de dire le vrai. Est-ce que c'est le vrai absolu? Je ne sais pas. C'est mon vrai à moi, c'est ma vérité à moi. Je pense qu'elle a un écho chez les indigènes de la République et elle a un écho chez une grande partie des Blancs et des Juifs radicalement antiracistes. Je le sens, j'ai fait des rencontres depuis la sortie de ce livre. Je rencontre des gens au sens où je les rencontre, vraiment. On se rencontre, on se parle, on se voit. Et quand on se voit, quand on s'est rencontrés dans ce livre, eh bien, on n'a pas besoin de s'expliquer, de se dire c'est quoi l'amour révolutionnaire. Non, tout à fait. On n'a pas besoin de se le dire, on a compris. Et juste un exemple, juste après l'émission, donc Ce soir ou jamais, où Thomas Guénolé donc, m'a accusé d'être antisémite, misogyne, raciste anti-blanc et homophobe. Peut-être une dizaine de jours après, je suis dans le métro. Un homme blanc, de type européen en tout cas, m'observe, il se lève, il vient vers moi, je le regarde, j'ai un peu peur. Il me dit « Est-ce que vous êtes bien Houriya Boutelja ?» Bon, je dis « Oui, un petit oui. » Et il me dit « Moi, je suis juif. » D'accord. Et il me dit « Je suis en train de lire votre livre. Et vous avez raison, nous sommes des pseudo-blancs. » Il dit pseudo-blanc, il n'est pas non-blanc. Éric Hazan, à la présentation de votre livre au lieu-dit, a dit en te lisant, Houriya, j'ai compris qu'en tant que juif, j'étais un non-blanc. Je le savais déjà, dit-il, je le savais au fond de moi, tout petit, pendant la guerre, que j'étais un non-blanc, quand j'ai vu les voisins dans le couloir en face partir en fumée. Mais j'ai compris en te lisant qu'en effet, être juif, c'est être un non-blanc. Au fond, c'est la même. C'est la même chose. Et donc, ce monsieur, donc, simplement, me remercie et je le remercie et il part. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais. Mais voilà. Alors moi aussi, j'ai fait des rencontres depuis que j'ai annoncé que je préparais cet entretien, ici et là. J'ai fait des rencontres, j'ai parlé à toutes sortes de gens, y compris un éducateur dans les quartiers, un éducateur donc lui-même parfaitement racisé, noir très très profond, me disant « Mais au pire, ils ont 20 ans de retard, nous on est dans le nous d'après, nous on est dans la fraternité, l'alliance, on travaille ensemble, les noirs, les blancs, les jaunes, on s'en fout, on est dans le nous d'après. » Et il disait, au pire, ils ont le pied sur le frein à main, ils nous ramènent en arrière, ils veulent sans arrêt être dans le rétroviseur. Alors, que répondre à cette autre expérience, cet autre discours sur la condition racisée, discours qui a l'air donc plutôt de se projeter dans l'après, dans le nous d'après, le nous post-racial. Lui, il considère que ça a déjà commencé. Par exemple, on pourrait argumenter en disant il y a plein de mariages mixtes en France depuis des décennies. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté, l'amour révolutionnaire, je ne sais pas s'il est révolutionnaire, pour l'instant il est plutôt intégré à la norme dominante, mais les mariages mixtes font état d'un nous post-racial. Donc comment vous répondez à cette accusation qui vous dirait mais vous êtes en retard, on est déjà dans le post-racial? Le problème c'est que là il parle d'un nous social. Il parle du nous de la vie quotidienne à Paris, en banlieue, peu importe. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons tous autour de nous des mariages mixtes et dans nos familles. Je veux dire, on a même ça c'est une expérience sociale. Ce nous social, il existe déjà, il nous a précédés. C'est pas le problème. Ouais. Nous, là, je parle d'un nous politique. Moi, je parle du nous avec Frédéric Lordon. On parle d'autre chose. D'accord. Il a raison, mais il a tort. Il a tort de croire que ce nous politique, il existe. On en est très très loin. Ah ouais. Il n'est pas suffisamment porté sur la scène de la parole politique. Il existe il dans pas les organisé faits politiquement. Oui, d'accord, mais je comprends le malentendu parce que tout le monde, dans la société, dans le social, justement, on est tous à dire non mais ça va, enfin, on est tous frères, potes, etc. Et du coup, quand on entend votre discours, on se dit mais attends, il y a un décrochage par rapport à notre expérience quotidienne. Je sais que la violence raciste existe et que les crimes policiers sont essentiellement à destination des personnes racisées, mais du coup, j'avais l'impression d'une disjonction et je comprends en vous écoutant que vous faites la différence entre le fait social et le fait politique. Bien entendu. Voilà, c'est pas parce qu'il y a de la fraternité et parfois des formes d'égalité dans le fait social que... Et du métissage et tout ce que vous voulez, voilà. que la question raciale est résolue pour autant. Attention. Oui, bien sûr. Alors justement, sur les mariages mixtes, puisque je suis arrivée là sans l'avoir voulu, mais sur les mariages mixtes, vous avez pris une position, pas dans ce texte-là, vous n'y revenez absolument pas. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez changé d'avis ou parce que c'était pas dans cet espace-là textuel, ça n'avait pas sa place. Vous avez pris une position sur le mariage mixte, les mariages mixtes. Je ne l'ai pas bossé en fait cette question parce que je n'avais pas prévu de vous la poser. Apparemment plutôt je peux vous la résumer. Méfiante, voilà. Alors allez-y.
Non, je disais que le mariage mixte, l'idée qui procède de l'antiracisme moral, qui consiste à dire nous nous marions entre nous, entre blancs et non blancs, et on résout la question raciale, oui, je dis non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Sadric Yarri, qui est un membre du PIR et qui est aussi théoricien, a dit la chose suivante, la question de la race ne sera pas résolue dans les mariages mixtes, pas plus que les classes moyennes blanches n'ont résolu la question de classe. C'est parce qu'il y a des classes moyennes qu'il n'y a plus de lutte de classe. Et là, c'est pareil. On est vraiment dans le même schéma. Qu'on se marie, nous, on n'est pas... on fait pas de fatwa, hein, nous, contre les mariages mixtes. Autour de nous, encore une fois, je le redis, il y a des mariages mixtes, il y a à l'intérieur des indigènes des gens qui sont issus de mariages mixtes, donc on n'a pas un rapport moral à la question du mariage mixte. En revanche, croire que c'est la solution contre le racisme et contre ce qui structure nos sociétés, je peux vous inviter à aller interroger les enfants de mariage mixte qui continuent de subir le racisme. Alors, quand ils sont métis au sens blanc-noir, c'est-à-dire café au lait, par exemple, ils sont entre deux eaux et leur identité, elle est très difficile à trouver. Bien sûr. Et je crois pas, et je crois qu'il faut entendre ça. Je pense qu'il ne faut pas s'abreuver de solutions faciles. Alors, vous venez d'évoquer Sadric Yarri, qui apparaît aussi dans les remerciements de la préface, avec une foultitude d'intellectuels, militants. Enfin, on retrouve aussi Christine Delphi, Alain Grèche. Voilà, il y a des remerciements très copieux, toute une sphère comme ça, intellectuelle, militante, qui vous situe dans un milieu extrêmement cultivé, raffiné, documenté. Et ce qui vous vaut peut-être un autre reproche qui est parfois fait au PIR, c'est en fait c'est des intellos. Au PIR, c'est des intellos qui parlent pas du tout aux jeunes des quartiers parce que de toute façon ils sont dans un niveau de langue, d'érudition, de théorie qui parle pas aux jeunes des quartiers à qui il faut s'exprimer dans une langue qui soit plus en rapport avec leur code. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation d'une sorte d'élitisme en fait? Oui, c'est vrai et c'est faux. Alors d'abord c'est vrai qu'on ne peut pas parler à tout le monde. On ne peut pas parler à tout le monde parce qu'il nous manque en France une théorie politique de la race et une théorie politique tout court décoloniale. C'est-à-dire quels sont comment on va penser l'organisation, comment on va penser l'autonomie, comment on va penser la lutte décoloniale, comment on va inventer nos alliés. Tout ça, ça doit procéder du développement d'une pensée politique autonome qui se développe sur le terrain et dans notre confrontation justement au champ politique. Donc tout ça, ça ne s'invente pas, ça doit se créer. Ça fait 10 ans qu'on existe, ça fait 10 ans qu'on écrit, qu'on théorise là-dessus, mais 10 ans, c'est très peu. Donc nous, on s'attache à cette question et on est contre toutes les formes d'anti-intellectualisme parce qu'il faut charpenter cette pensée. Il faut lui donner du contenu et on ne peut pas se laisser intimider par ceux qui nous critiquent comme étant trop intellectuels. Non, on a besoin d'une pensée politique forte. Il faut la travailler qui va la faire. Donc ça, c'est une chose. Par ailleurs, est-ce qu'on est à ce point détaché de notre cible, donc les post-coloniaux? Non, dans la mesure où on agit par ailleurs. On agit contre l'islamophobie, contre les crimes policiers. On a organisé la marche de la dignité avec... on a participé à l'organisation de la marche de la dignité avec des femmes subissant le racisme, des femmes roms, des femmes musulmanes, des femmes arabes, des femmes noires, qui ont mené, dirigé cette manifestation, qui lui ont donné un contenu politique. Pour les 10 ans des émeutes de 2005, mettant en avant les crimes policiers et donc le pouvoir actuelle, c'est-à-dire une lutte difficile menée par des femmes. Derrière nous, 10 000 personnes, dont la majorité étaient issues de l'immigration postcoloniale. Moi, je ne crois pas qu'on soit à ce point détaché. Que l'on n'entre pas, qu'on n'ait pas atteint toutes les couches de l'indigénat, je vous dirais que c'est le cas de absolument tout le monde. Même ceux qui prétendent être très proches des quartiers. Ceux qui sont dans un quartier, effectivement, ils touchent les gens qui sont autour d'eux, les habitants des quartiers, mais de là à dire qu'il y aurait une organisation qui arrive à toucher tout le monde, c'est absolument faux. Ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas parce que, pas simplement de notre fait, je le disais tout à l'heure que nous sommes un mouvement anti-intégrationniste, donc on caresse à rebrousse-poil. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas facile pour nous de nous faire comprendre, mais j'ajoute qu'on a en face de nous toutes les structures de l'État, toutes les institutions de l'État. Rentrer dans un quartier, c'est pas facile du tout, dans la mesure où, à des échelons inférieurs,
l'État organise le contrôle des associations, des mosquées, etc., etc. Et effectivement, c'est un constat que l'on fait depuis 10 ans, on est rarement invité parce que les associations elles-mêmes dépendent des subsides de l'État et qu'elles ne peuvent pas, et que les subsides de l'État ont pour fonction première de tuer le politique et l'indépendance. Donc, il faut quand même se rendre compte de la difficulté qu'est la nôtre. Donc, la lecture que vous faites, c'est que vous interprétez la censure qui vous est faite au nom de, soi-disant, le racisme qu'on vous prête. En fait, c'est parce que vous êtes sur une cause assez révolutionnaire, que l'État s'inquiète de ce que vous incarnez et qu'il y aurait des gestes de censure. Si vous n'avez pas accès aux salles où seraient organisées des rencontres, des conférences, c'est une censure, en fait, politique qui prend prétexte du racisme. Non officielle. C'est une censure quasiment non officielle. Les associations se censurent elles-mêmes. Elles savent jusqu'où ne pas aller trop loin. Oui, oui. Et que le pire, c'est trop loin. Voilà. Mais pas que nous. Je veux dire, on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Je ne veux pas du tout faire de la victimisation. Nous, donc, on atteint notre cible de manière différente, mais avec les moyens qui sont les nôtres, évidemment, qui ne sont pas ni des moyens... on ne demande pas de l'argent à l'État, donc... nos moyens, par conséquent, sont extrêmement limités. Ouais. Alors, pour finir, l'amour révolutionnaire, donc si on arrive à construire cette alliance sur le plan politique, que s'organise vraiment la convergence et l'organisation d'une lutte commune, la lutte commune, elle se fait pour quel horizon? Comment on décrit le monde pour lequel on est susceptible de lutter ensemble? Je ne vais rien vous dire de très révolutionnaire. La justice. La justice, ce serait ça le mot-clé? C'est la justice, bien sûr. L'égale dignité de tous. Oui, donc ça a à voir avec l'égalité. L'égale dignité. Dignité. Pour moi, la dignité, c'est au-dessus de la stricte égalité citoyenne. C'est la prise en compte de l'humanité de chacun. La profonde humanité de chacun. Ou l'inhumanité. Les deux vont avec. Ouais. Enfin, les deux vont ensemble, en tout cas. Ouais. Très bien, je vous remercie Houria Boutelja pour cet entretien. Merci à vous. Et puis, eh bien donc, je vous conseille de lire ce texte d'Houria Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain texte. Salut.